avant de démarrer pour qu'on se mette bien d'accord sur ce dont on va parler. L'idée, c'était, comme c'est un salon du livre, évidemment, de parler de votre actualité éditoriale, très récente ou un peu moins récente. Donc, Juan, on va parler un peu de Crépuscule, bien sûr. On va parler de ton livre sur Julian, de votre livre. Je vais vous voyez plutôt, hein, pour rester dans les formes. Ok. On va parler de votre livre sur Julian Assange. Et puis, évidemment, Maxime, on va parler de votre livre sur biographie. Enfin, c'est une biographie, on va expliquer un peu. Ce que je vous propose aussi, c'est de parler un peu de la période actuelle, hein, le confinement, l'action du gouvernement, enfin l'action, j'aurais tendance à dire l'inaction du gouvernement. Et puis, on va parler un peu du monde d'après, hein, comment vous voyez les choses, comment, voilà, quelle perspective, voilà. Ça vous va? Parfait pour moi. Très bien. Eh bien, on y va. Tu as commencé à enregistrer peut-être, Benoît, non? Go, c'est parti. Ok. Juan Branco, bienvenue. Merci de votre présence. Maxime Nicole, pareil. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à cette interview, de participer à cet échange qui s'inscrit dans le cadre du Salon du livre d'expression populaire et de critique sociale. C'est un salon qui aurait dû avoir lieu en présentiel, en physique, mais pour les raisons que chacun et chacune peut comprendre, on le fait à distance. Alors, je ne sais pas si c'est le premier festival numérique au monde, mais probablement un des premiers. Donc, merci d'inaugurer cette formule un peu spéciale. Donc, c'est un salon du livre. On va, dans un premier temps, parler de votre actualité éditoriale. J'aimerais bien, avant de commencer, qu'on puisse parler aussi de vous, de vos personnes, de vos parcours. J'aime bien que dans le cadre de mes interviews, on puisse savoir, pour les gens qui ne vous connaîtraient pas encore ou qui ne connaîtraient pas vos parcours, qu'on puisse avoir une idée de la manière dont s'incarnent les idées, hein. Les idées, elles sont aussi portées par des individus, avec leur trajectoire qui ne sont pas toujours rectilignes, avec, de par leur position sociale. Et il se trouve que pour vous deux, hein, qui êtes très proches aujourd'hui, hein, vous venez de milieux, si je puis dire, très éloignés. J'aimerais bien qu'on puisse savoir qu'est-ce qui fait qu'à un moment ou à un autre, deux personnes qui viennent de positions très très éloignées convergent et travaillent ensemble sur tout un tas de sujets dont on va parler aujourd'hui. Donc, si vous le voulez bien aussi, on va parler de la situation actuelle, hein, le confinement qu'on vit, la situation de pandémie, l'action de lutte contre cette pandémie au niveau national, au niveau européen comme au niveau mondial, l'OMS et autres. Et puis on va parler aussi, si vous le voulez bien, du monde d'après, cette fameuse expression qui revient souvent, le monde d'après, le jour d'après. Comment on le prépare? Est-ce qu'on va vers un monde de plus en plus cauchemardesque ou est-ce qu'il y a encore des possibilités, y compris marginales, de changer les choses? On voit que ça bouge pas mal au niveau de la base, hein, dans tout un tas de villes, de quartiers populaires où les gens s'auto-organisent pour faire face à la défaillance des services publics ou pour voilà, monter des chaînes de solidarité là où les services publics ont déserté ou ne sont pas présents. Ça vous va, cette formule? Bien. Je vais commencer par Maxime, du coup. Maxime, alias Flyrider. Maxime, dites-nous, vous publiez là un livre, Gilets jaunes, Flyrider, dont Juan signe la préface. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ce livre? C'est quoi? C'est une biographie. Vous l'avez, par ailleurs, vous avez été accompagné dans l'écriture de cet ouvrage. Qu'est-ce que c'est que ce livre pour nos auditrices et nos auditeurs? Alors, c'est un livre que j'ai écrit. Alors, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Marielle Primois-Bizot qui l'a écrit. Ça s'est passé comment? Ça s'est passé par entretien. On s'est vu plusieurs fois. Et le but, pourquoi j'ai écrit ce livre, c'est parce que j'ai subi un acharnement médiatique pendant toute l'année, enfin dès le départ presque. À partir du moment où je suis apparu sur l'espace public à la télévision la première fois en novembre 2018 sur l'émission de Cyril Hanouna, suite à son invitation, j'ai eu un déchaînement d'amour public, si je peux appeler ça comme ça.
Et donc, comme j'ai subi énormément de diffamations, on m'a fait passer pour complotiste, on m'a fait passer pour raciste, antisémite, xénophobe, etc., etc., etc. Ce qui est très difficile à vivre et très compliqué quand on n'est pas habitué à l'espace public et quand on est jeté, c'est un peu l'arène. J'ai été jeté en pâture comme ça Ouais. pour éviter que je puisse avoir une parole entendable. Donc c'est un peu un droit de réponse. J'ai voulu le faire en accord avec Marielle et l'éditeur comme un droit de réponse, sachant que c'est un livre qui m'a été proposé. C'est pas une idée qui m'est venue tout seul. C'est pas moi qui me suis dit je vais écrire un livre. C'est Marion Mazuric de la maison d'édition Au Diable Vauvert qui m'a fait la proposition. Et j'ai accepté parce que quand vous voulez avoir un droit de réponse public, quand vous subissez une diffamation comme ça, c'est quasiment impossible. C'est-à-dire que on vous invite sur des plateaux de télévision pour vous mettre en situation où vous avez du mal à vous en sortir parce qu'on vous pose des questions sur tout un tas de choses. Donc forcément, vous faites des erreurs. Forcément, vous n'êtes pas. Surtout quand on vient d'un milieu social comme le mien, et que j'ai pas fait de grandes études. Je suis sorti du système scolaire en fin de troisième. J'ai repris des études à 26 ans puisque j'ai passé une licence de mécanicien système d'aéronef que j'ai obtenue. Mais voilà, j'ai pas fait d'école, j'ai pas fait Polytechnique, j'ai pas fait l'ENA, j'ai pas fait un bac plus quelque chose. Donc voilà, c'était très compliqué, mais ça a été fait avec passion parce que Marielle a très bien travaillé. C'est quelqu'un d'empathique et elle a réussi à. Enfin pour moi en tout cas, ce qui ressort de ce livre, c'est vraiment ce que je voulais qu'il soit noté. Très bien, très bien. Et c'est donc au Diable Vauvert, c'est sorti cette année, c'est ça? C'est sorti l'année dernière. C'est Pour sorti l'année dernière. un an après le début des Gilets jaunes, donc c'est sorti au mois de novembre 2019. D'accord. Et tu as eu l'occasion de le défendre dans des salons, sur des plateaux télé, à la radio, ou comment tu as pu faire, je dirais, la promotion de ce livre, pas au sens commercial, mais quitte Il y à a, écrire un droit de réponse, autant qu'il soit lu, diffusé, que tu puisses diffuser un autre message que l'image extrêmement négative qu'on a donnée de toi et qui ne correspond pas à la réalité, bien entendu. Bah en fait, il y a eu deux plateaux seulement. J'ai fait les grandes gueules. Et c'était d'ailleurs avec Juan Branco, où j'ai eu l'occasion d'en parler un tout petit peu, parce qu'ils m'ont pas vraiment laissé le temps d'en parler. Et Sud Radio, où aussi j'ai eu l'occasion d'en parler un peu. Après, le but, c'était pas d'en vendre en fait. Oui, bien J'ai sûr, bien sûr. déjà, j'ai pas, enfin, pour ceux qui connaissent pas comment fonctionne un livre qui verront cette vidéo, il y a un avenant au départ qui est versé avant la sortie du livre, et ensuite, si le livre dépasse un certain nombre de ventes, on touche une partie euh, du prix de vente qui est ridicule. C'est quasiment rien par livre. Mais il faut que ça dépasse un certain nombre de livres. Et ça n'a pas dépassé ce certain nombre de ventes. C'est-à-dire qu'il fallait que je fasse plus de 10 000 ventes. Et je crois que les derniers chiffres, c'était un peu plus de 4 000 ventes. D'accord. Donc voilà. Mais Mais c'était c'est pas quelque important. chose. Ouais. C'était Moi, important c'est pour toi important qu'il de faire ce existe. livre. Ouais. Voilà, c'est important qu'il existe parce que si quelqu'un veut vraiment se renseigner en sortant d'une espèce de bible de l'information qui s'appelle Wikipédia et qui est bourré de tout et n'importe quoi, parce que c'est très compliqué de faire vérifier les choses sur Wikipédia, c'est très compliqué de changer des informations sur Wikipédia. C'est une espèce de petite équipe dont personne ne connaît vraiment Ouais, c'est un champ de les bataille, tenants et les aboutissants. Wikipédia, et Voilà, on en parlera avec Juan tout à l'heure. c'est ça. Donc voilà, Wikipédia, c'est bourré de tout et de n'importe quoi. Et je suis quand même confronté encore maintenant à des gens qui me croient raciste ou qui me croient d'extrême droite ou d'extrême gauche, alors que je suis complètement apartisan, que j'ai jamais fait partie d'un parti politique, je ne défends absolument pas les idées d'extrême droite ni d'extrême gauche d'ailleurs. Que je suis. En fait, ce qui embête beaucoup, c'est que j'aime pas être mis dans une case. Et je ne veux surtout pas être mis dans une case parce que dès qu'on est mis dans une case, on n'est plus libre de dire et de faire ce qu'on pense. Et je suis très content d'être libre. Très bien, très bien. Je reviens, je continue sur ton parcours avant d'interroger Juan.
Moi, Maxime, comme beaucoup de gens, je vous ai connu à travers évidemment la fenêtre médiatique et puis cette apparition à l'occasion du mouvement des Gilets jaunes, hein, qui surgit quasiment de nulle part à un moment où on n'attend pas du tout ce mouvement, j'ai envie de dire, hein. Il n'y a rien, on y reviendra tout à l'heure, il y a rien qui explique que le contexte ait été plus favorable que précédemment. Après tout, il y a la poursuite de politique d'austérité, mais il y a une étincelle comme ça qui déclenche un mouvement inédit, hein, dans l'histoire. C'est à cette occasion que donc j'ai fait votre connaissance, hein, que je vous ai découvert. Bon, il y a ce passage où vous êtes à côté d'un quelqu'un qui se réclame, enfin, qui prétend avoir une expertise et qui parle du pacte de Marrakech et où on vous a fait dire des choses finalement qui n'étaient pas celles que vous aviez dites et puis qui est filmé et qui est diffusé en public. Donc on n'est pas sur des sites douteux ou quoi que ce soit. Donc il y a ça. Puis il y a les plateaux télé dont vous avez parlé, où là c'est pareil, hein, c'est une arène, vous êtes mis au milieu et puis vous êtes attaqué de toutes parts. Il y a Juan à vos côtés qui essaye aussi d'équilibrer les choses, mais qui lui-même est attaqué de toutes parts. Il y a aussi un moment important, hein, je le dis, on est à Beaumont-sur-Oise pour la commémoration de la mort d'Adama Traoré, hein, un jeune homme qui, au cours d'une interpellation, perd la vie, où vous faites un discours très très fort. Je sais que ce discours a beaucoup marqué, notamment dans les quartiers populaires, où vous dites, voilà, nous les Gilets jaunes, on comprend mieux maintenant les quartiers populaires quand on voit ce que vous avez subi. Nous-mêmes, on est en train de subir toutes ces violences. Il y a ensuite Quartier Général, le média QG, il y a ce livre. C'est une trajectoire qui est pas du tout rectiligne et ça pose pas de problème, mais aidez-nous à comprendre comment, en un laps de temps très très court, il y a cette trajectoire. Alors, il y a le livre, hein, qui permet de l'expliquer, mais comment on passe, voilà, d'un un petit gars anonyme qui gagne sa vie comme il peut à figure médiatique malgré lui, et puis à cette convergence avec les quartiers populaires, et puis à cette collaboration avec un média qui justement veut lutter contre la vision Les dominante. injustices sociales, hein. Voilà. Je sais que c'est pas facile à Euh, répondre, mais quelques mots comme ça, puis après on parlera évidemment avec Juan aussi, quoi. comment ça s'est passé? Ça s'est passé que ça fait des années que je suis un peu contre ce système capitaliste et contre toutes les résultantes que ça peut avoir. Euh, moi, je suis né dans une famille plutôt moyenne. Mon père travaillait dans une société qui faisait de la maintenance de câbles de tension. Il était géomètre monteur pour une société qui s'appelait Linelec à l'époque et qui faisait de l'implantation de lignes très haute tension, enfin acheté et THT, donc très haute tension, haute tension. Ma mère a toujours été soit femme au foyer, soit femme de ménage. Donc elle a travaillé dans des écoles, elle a travaillé chez des personnes âgées, elle travaille toujours en tant que technicienne de surface, parce que ça fait plus joli C'est le comme ça. terme qu'on utilise, ouais, pour dire femme de Voilà. ménage. Mais elle nettoie ce que laissent les gens derrière eux depuis sa jeunesse. En fait, j'ai vécu toute ma jeunesse, moi, jusqu'à ce que je quitte l'école, dans un petit village qui s'appelle Mondol, en Ille-et-Vilaine, et j'habitais à côté des fermes, donc je connais les gens qui galèrent, je connais les gens qui ont rien, je connais un peu ce que c'est que l'échange et l'entraide, puisque moi, quand j'étais petit, par exemple, j'allais chercher du lait à la ferme d'à côté, directement sorti du pied de la vache. On avait des poules, enfin voilà. Je suis pas né dans des beaux quartiers avec une situation familiale un peu plus aisée, avec des facilités, etc. Maintenant, je ne critique pas les gens qui vivent avec cette chance. Au contraire, c'est ce qu'on devient qui fait qui on est. C'est pas, c'est les actions qu'on fait qui fait ce qu'on est. C'est pas l'endroit dans lequel on vit. Et puis donc voilà, j'ai toujours été un peu contre les gens en costard cravate qui comprenaient pas vraiment le monde dans lequel ils vivaient, en croyant que leur petite bulle au
représenter la totalité du territoire. Et un jour arrive cette fameuse publication où on voit l'affiche du 17 novembre 2018 qui demande à tout le monde de bloquer le pays. Et moi, je suis en couple depuis 2009 avec la mère de ma fille. La mère de ma fille me dit, il faudrait que tu fasses une vidéo sur Facebook pour que tes amis, enfin la famille, ceux qui nous connaissent, comprennent que c'est peut-être maintenant qu'il faut sortir. Enfin, on n'aura peut-être pas d'autre chance après. Donc j'hésite, etc. Je finis par faire cette vidéo. Et les joies de Facebook font que quand vous faites pas attention aux paramètres de publication, ça peut être en mode public. Donc ça était en mode public. La vidéo a été vue des centaines de milliers de fois. Et en fait, c'est comme ça que est arrivé le 17 novembre, que Cyril Hanouna a été pris à partie très gentiment à l'extérieur de son studio. Et une personne lui a demandé de m'inviter. Donc, c'est ce qu'il a fait. Moi, je me suis réveillé un 19 novembre au matin en me disant qu'est-ce qui se passe. Cyril Hanouna m'invite à la télévision. Enfin, je suis personne. J'avais juste un groupe Facebook qui était monté en flèche avec presque 180 000 personnes qui demandaient à savoir ce qui allait se passer, pourquoi un blocage, pourquoi, qui, comment, où. Donc voilà, j'avais monté un groupe Facebook qui est toujours d'actualité qui s'appelle Flyrider Info Blocage, où il y a toute une équipe de modérateurs qui s'occupe de gérer les informations, etc. Et qui a appris sur le tas, comme moi, à vérifier des sources, à vérifier une information, etc. Et je me retrouve à faire un plateau de télévision où il y a presque je crois que c'était 1,9 million de personnes qui ont regardé cette émission. Et là, vous êtes propulsé médiatiquement, donc vous sortez dans la rue, tout le monde vous reconnaît. C'est pareil, c'est quelque chose qui est difficile à vivre parce que vous perdez votre anonymat. Et perdre son anonymat, c'est pas quelque chose que je souhaite aux gens qui ne le demandent pas, parce que ça change totalement votre vie. Et donc suite à ça, forcément, dès que je me retrouvais sur une manifestation, il y avait des caméras de télévision qui nous sautaient dessus pour savoir ce qu'on pensait de ça, ce qu'on pensait de ça, ce qu'on avait à dire à ce sujet, etc. Et en fait, c'est une espèce de boule de neige, c'est-à-dire que plus le temps avance, plus ça grossit. Et j'ai eu l'occasion lors d'un acte à Bourges de rencontrer donc Aude Lancelin qui à l'époque m'avait interviewé pour le média pour lequel elle travaillait. Précédemment, et voilà. Et au fur et à mesure du temps, elle m'a proposé à l'époque de parler à l'équipe du média pour savoir si j'étais intéressé et s'ils étaient intéressés à ce que je rejoigne l'équipe du média pour être, on va dire, un journaliste terrain et faire des reportages terrain. La moitié, enfin une partie de l'équipe du média a refusé à l'époque parce que j'étais trop impliqué et puis j'avais des idées qui correspondaient peut-être pas à certaines personnes. Donc ça n'avait pas matché. Et puis par la suite, en fait, Aude Lancelin a quitté le média pour des raisons qui ne me regardent pas et pour l'histoire qui ne me regarde pas. J'ai toujours été clair avec ça. Je veux pas m'en mêler, ça me regarde pas. Et donc elle a monté le média Quartier Général et m'a refait une proposition de travailler avec elle et j'ai accepté. Donc je travaille pour Quartier Général depuis septembre 2019. Voilà. Très bien, très bien. Donc c'est tout un enchaînement en fait. Ça a été très très vite. Ça a été, Ouais, puisque bon, c'est une partie. Il y a énormément de choses aussi à côté. Mais ça a été un chamboulement énorme et très rapidement. Ça s'emballe. Dès que c'est médiatique, ça s'emballe très très vite. Et je le vois. On aura l'occasion justement de revenir un peu plus tard sur ta vision de l'avenir à partir de cette nouvelle position et de ce nouveau métier, si je puis dire. Juan Branco, avocat, essayiste, je ne sais pas si on a besoin de vous présenter encore, mais je le fais quand même. Écrivain, essayiste, hein, je l'ai dit, avec une actualité éditoriale récente au travers d'un ouvrage sur Julian Assange dont vous faites partie des avocats que vous avez rencontrés régulièrement. On se souvient de cet espionnage pendant un entretien dont vous avez été victime. Et avant Assange, il y a le fameux Crépuscule, hein, un opuscule qui a d'abord circulé
sous le manteau, si je puis dire, donc que vous avez volontairement diffusé sur Internet et qui a eu un succès retentissant d'abord sous ce format-là, avant d'être un succès éditorial vendu à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires. Je crois qu'on a passé même les 100 000 exemplaires, si je ne me trompe pas, c'est ça? Oui. Voilà. Juan Branco, dites-nous un peu, surtout sur Assange, parlez-nous un peu de cet ouvrage. Qu'est-ce que c'est? C'est une biographie? C'est un manifeste pour le fondateur de Wikileaks, qui se trouve dans une posture pas facile, et ce serait bien qu'on puisse aussi en parler là. Alors, j'ai quitté l'équipe de défense de Julian il y a quelques semaines, et ce texte, en fait, c'était une sorte de séminaire imaginaire que j'avais écrit pour l'école normale supérieure où j'ai fait mes études. Donc, une des grandes écoles dans laquelle on rentre après une prépa. Il y a 100 élèves qui sont pris seulement chaque année, pour plus de 15 000 personnes qui tentent d'y rentrer. C'est des systèmes très, très exigeants et qui forment ce qu'on pense être l'élite de notre pays. Et avec Polytechnique et l'ENA, c'est en gros une des 3 grandes écoles comme ça qui vous permettent d'accéder un peu au Graal de la société. Et moi, j'ai un peu connu ça de l'intérieur parce que j'étais socialement privilégié. Je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans le parcours de Maxime dont il parle dans son livre. C'est pas seulement le fait qu'il est connu des milieux qu'on pourrait dire populaires, modestes, enfin la dénomination importe peu, mais qu'il a été très tôt confronté via ses parents aussi à des personnes qui avaient un revenu important et qu'il ait pu du coup voir très jeune les deux mondes. Et je pense que ça doit être un facteur important. Enfin, je sais pas ce que Maxime en pense, mais dans sa capacité à les comprendre, à se politiser, à être aussi dans une interlocution entre ces différents espaces. Je sais pas si tu veux me couper. Alors pour préciser, mes parents se sont séparés en 99 et quand mes parents se sont séparés, mon père est parti au bout de quelques années dans le sud de la France où il a travaillé pour un avocat maritime international comme homme à tout faire, on va dire. Et moi, donc quand j'ai quitté ma scolarité, je suis parti dans le sud chez mon père et donc j'ai côtoyé les enfants de cet avocat maritime international. Je l'ai croisé aussi plusieurs fois. Donc c'était une maison immense sur un terrain immense avec des voitures de luxe, etc. Une autre façon de vivre. Les enfants avaient fait des grandes écoles un peu comme Rouen a pu faire, etc. Donc et moi j'avais 15 ans à peine. Donc c'était un peu ouais, je parlais par exemple avec la fille de cet avocat dans une piscine extérieure qui faisait 9 mètres de long sur je sais plus combien, 4 ou 5 mètres de large. Et c'était donc ouais, 2 mondes complètement différents. Après c'est aussi pour ça que ça m'a appris que les gens, peu importe d'où ils viennent, ça fait pas d'eux ce qu'ils sont. Ce qui fait les gens, c'est ce qu'ils pensent et c'est ce qu'ils font dans leur vie. Donc oui, ça m'a permis de voir un autre monde et ça m'a permis de voir que il y a certains stéréotypes qui sont un peu vite faits. Voilà. Donc Moi, mon travail vise à montrer en fait comment les gens, enfin la direction que les gens prennent est beaucoup plus déterminée qu'ils ne le pensent et beaucoup moins le fruit de leur volonté que ce qu'ils pourraient espérer. Donc c'est un peu l'autre versant de ce que Maxime décrit, qui montre qu'il n'y a pas de prédéterminisme sur la nature humaine, mais de l'autre côté, par contre, il y a un déterminisme très fort qui s'applique sur les parcours sociaux. Et donc à Normal Sup, comme à Sciences Po et des autres grandes écoles où j'ai été, j'ai découvert un très fort déterminisme social avec que des enfants d'héritiers qui en gros étaient en compétition entre eux et qui pourtant étaient reconnus après à l'extérieur comme étant des génies extrêmement brillants du fait de leur intégration dans ces institutions, qui est pourtant parfaitement possible pour les enfants des classes plus sociales, moins favorisées. Et donc ce livre, en fait, c'est un séminaire imaginaire dans cette école, c'est un long texte qui vise d'une part à faire découvrir l'institution, faire découvrir aussi le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères où j'ai travaillé pendant un an, entre mes 22 et 23 ans auprès du ministre, et à partir de là, essayer de, en gros, comme sous la forme d'un cours qu'on donnerait à l'école, permettre à chacun d'accéder à ce qui de façon virtuelle, en gros, peut se dire dans ces institutions-là. Et donc, j'ai essayé de réfléchir à ce qu'était Julian Assange à partir d'une institution de pouvoir comme l'était l'École normale supérieure, en essayant de voir comment est-ce qu'on pouvait enseigner ou réfléchir sur sa figure et sur ce que faisait Wikileaks
depuis cette dimension-là. Donc c'est un texte très très étrange, très long. C'est un gros pavé, c'est 500 pages, mais très différent. Enfin, qu'on peut prendre par des chapitres différents sans aucune difficulté. Et voilà, qui propose une sorte de pensée d'ensemble de Julian Assange, mais aussi du coup à travers lui de ce qu'est notre rapport à la souveraineté. La souveraineté, c'est quoi? C'est tout simplement notre capacité à déterminer notre propre destin et dans quelle mesure on l'est ou on l'est pas et comment est-ce qu'on peut le faire plus dans un système politique qui soit plus démocratique et à quel point justement le rapport à la vérité, à la transparence sont essentiels pour permettre aux populations d'avoir leur mot à dire sur ce qui se faisait dans leur pays. Très bien, Juan. Je reviens aussi toujours sur cette question de parcours, hein. Moi, je vous ai connu il y a très longtemps. J'étais un téléspectateur régulier de cette excellente émission qui a disparu malheureusement du PAF depuis Ce soir ou jamais. Vous étiez face à une avocate de la Ligue internationale des droits de l'homme et vous défendiez un livre à cette époque, mais surtout vous dénonciez le caractère complètement arbitraire et fantoche de la pseudo-justice internationale. Et bon, je me souviens de débats que j'ai eus avec des amis qui, moi, j'avais été vraiment très attiré par votre discours et au sens où ça me parlait profondément quand on voit la CPI, tous les qui jusqu'ici ne défèrent que des potentats africains. Bon, d'ailleurs, et parfois ça se termine en fiasco, on le voit avec l'affaire Gbagbo. Mais j'avais été frappé par votre discours et d'autres amis qui me disaient non, ils sont dans le même camp, pourquoi ils se tirent dessus. Et puis, bon, je ne vais pas vous demander de réagir à ça, mais il y a eu une certaine disparition, puis une réapparition médiatique, du moins, à l'occasion du mouvement des Gilets jaunes, où très vite, vous avez été comme Maxime, mais sous un angle différent, porté comme un des représentants de ce mouvement, ou du moins un de ses défenseurs de mouvement. Voilà. Qu'est-ce qui explique, voilà, là aussi, qu'est-ce qui explique cette trajectoire? Vous travaillez sur des sujets très internationaux, en ayant travaillé dans des institutions internationales, et puis vous revenez à des problématiques beaucoup plus nationales, voire locales. Bon, en fait, vous m'avez perdu de vue, mais j'avais pas disparu. En fait, j'en conviens. L'émission de TDI, donc c'était au moment où je sors ce livre sur la compagnie internationale, c'était en 2016. Et à ce moment-là, je commence à avoir une visibilité comme conseiller juridique puis avocat de Julian Assange. En fait, j'ai commencé à avoir un accès à certains médias qui ne m'auraient jamais été donnés si j'avais pas eu ce versant international. C'est-à-dire que mes positions étaient beaucoup trop radicales pour les médias mainstream, mais parce que je représentais cette organisation qui est très prestigieuse en France et très populaire, et parce que Julian Assange a été très malin en faisant des vidéos avec Lady Gaga, avec Mia et compagnie, ça lui a donné un côté cool qui font que les médias mainstream ont un peu oublié que c'était une organisation hyper radicale, sur le fond très dangereuse politiquement pour eux, parce que elle risquait de complètement bouleverser l'ordre politique existant. Eh bien, ça m'a donné un accès aux médias mainstream. J'ai fait Bourdin et compagnie. Puis après, je suis devenu avocat, notamment de Mélenchon. Et là, à nouveau, en fait, j'ai eu une sorte de fenêtre de visibilité médiatique parce que les gens m'interrogeaient sur BFM et compagnie quasiment au nom de Mélenchon. Et c'était drôle parce que moi, je parlais pas du tout au nom de Mélenchon et je leur disais à chaque fois, mais ils avaient besoin d'un représentant de Mélenchon. Alors, il n'y en avait pas beaucoup. Et du coup, moi, j'y allais, je disais, mais moi, je parle en mon nom et je disais des choses parfois complètement contradictoires avec ce que Mélenchon défendait. Mais ça me donnait pareil une vitrine qui permettait d'avoir des positions qui autrement auraient été impossibles à porter dans l'espace médiatique. Et j'ai renoncé à défendre Mélenchon 2 semaines avant le début des Gilets jaunes, en fait, ou 3 semaines, au moment des perquisitions, parce qu'on avait un désaccord sur la ligne de défense qu'il fallait adopter. Et j'ai annoncé à ce moment-là que j'allais, en gros, blaster la Macronie comme il n'avait jamais été. Et j'ai commencé à écrire Crépuscule en me disant, bon, maintenant, je suis complètement libre. Je peux faire ce que je veux. Ça sera jamais attribué à Mélenchon et compagnie. Donc, j'ai libéré complètement ma parole publique. Mais pendant ce laps de temps, les médias, vous savez, qui fonctionnent, les médias mainstream fonctionnent avec des fichiers de gens invités qui réactualisent pas tous les jours et compagnie. Donc, il y a eu cette sorte de moment de transition où j'étais encore invité alors que j'avais plus aucun titre
à être invité. Vous voyez, j'étais pas l'avocat d'une des principales figures de l'opposition. J'étais pas, et ma parole, du coup, a commencé à exister de façon autonome, ce qui est quasiment impossible à faire dans le système médiatique actuel. C'est-à-dire que, à part si vous êtes Macron, c'est-à-dire que vous avez l'appui d'oligarques et compagnie, vous pouvez pas entrer dans l'espace médiatique à moins de faire partie déjà de quelque chose de préexistant. Et là, j'ai eu en fait cette fenêtre de libération de la parole au moment où les Gilets jaunes explosaient, ce qui a fait que j'ai pu en fait prendre le relais et commencer à appuyer ce mouvement avec beaucoup de force et utiliser ce capital pour le leur donner, pour leur permettre en gros d'avoir dans cet espace quand même vérolé où ils essayaient de se faire détruire en permanence, bah en fait ils ont un point d'appui à partir duquel ils pouvaient se trouver défendus. Et en parallèle, j'ai écrit et publié ce crépuscule où j'agglomérais toutes les informations que j'avais recueillies sur ce système politique et médiatique et économique, que j'avais vu de l'intérieur, de très près, toutes ces personnes-là avec qui j'ai travaillé, que j'avais fréquenté, qui n'arrivaient cessé de me raconter leurs propres vicissitudes. Et j'ai décidé, en fait, quelque part, de trahir ce milieu qui me dégoûtait profondément et d'essayer de renverser la table en appelant une révolution. Ce que j'avais déjà fait, il y a un petit ouvrage qui est passé un peu moins... qui était un peu plus inaperçu, mais qui est contre Macron, que j'avais publié dès juillet 2017 quand même, donc où j'annonçais en gros qu'il allait y avoir une révolution sous la forme de gilets jaunes et qu'il y aurait une tentative soit d'écrasement complète de la part du régime politique, ce qui est arrivé, soit un effondrement de ce dernier. Et donc j'étais là et j'essayais d'expliquer en fait pourquoi est-ce que c'était anticipable, pourquoi est-ce qu'en fait dès le début du mandat de Macron on savait que ça allait arriver, quelle que soit l'opinion politique qu'on pouvait avoir, et pourquoi est-ce qu'il fallait embrasser cette rupture radicale. Et j'avais fait un premier Thinkerview à l'époque qui avait eu beaucoup moins de succès que celui qui a suivi, mais qui posait les bases de ce raisonnement et qui a beaucoup circulé au moment des Gilets jaunes, les gens disant ah oui, celui-là il avait prévu, etc. Et du coup avec une attention particulière à ce que je pouvais raconter. C'est assez rare, vous savez, un petit rejeton du système qui décide de radicalement prendre le contre-pied, quoi, et d'envoyer chez tout le monde. Il faut vraiment avoir rien à perdre. Et il se trouve que c'était la situation dans laquelle j'étais à ce moment-là. Justement, moi, Juan, j'ai envie de comprendre avec vous, après tout, pourquoi être sorti de votre zone de confort. Vous aviez le parcours idéal et vraiment royal, si je puis dire, Sciences Po, l'ENS, les grandes institutions internationales, le ministère des Affaires étrangères. Voilà. Pourquoi être sorti de cette trajectoire toute tracée pour descendre dans l'arène, s'en prendre plein la figure et puis défendre des gens qui finalement étaient très 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 éloignés de votre milieu. À quoi ça tient ce genre de changement radical de trajectoire? L'idée, c'était tout simplement de rompre avec ce système d'allégeance qui constitue, qui forme le petit Paris aujourd'hui, c'est-à-dire un système de pouvoir dans lequel vous êtes obligé de payer des tributs en permanence à ceux qui vous rendent service, en échange de quoi vous allez réussir à monter dans la hiérarchie, et ainsi de suite, et qui produit beaucoup de médiocrité, beaucoup de corruption, et qui fait qu'à un moment, tous ces gens se retrouvent à piller des ressources que l'ensemble de la société produit et qu'ils accaparent au sein de l'État, théoriquement pour les redistribuer, mais qui en fait finissent par devenir une forme de vase clos dans laquelle ils vont se les répartir entre eux sans critère de mérite, mais justement au contraire d'allégeance, c'est-à-dire de fidélité, et ainsi de suite. Et moi, c'est quelque chose qui m'étouffait énormément et qui me faisait du mal, en fait, tout simplement. Et je voyais pas de l'humanité dans ces espaces-là. Vous voyez, je voyais tout simplement une forme de médiocrité un peu installée qui fait que la France peu à peu se dégrade, qui fait que les gens souffrent de plus en plus, qui fait qu'il y a un éclatement de la société qui, moi, m'intéressait pas du tout. Donc oui, tout simplement affirmer cette rupture avec ce monde et retrouver, oui, cette liberté, c'était juste une façon de survivre, en fait. Et après, l'humanité que j'ai trouvée au sein de ce mouvement, la sincérité absolue, c'est pas des mouvements syndicaux ou compagnie où il y a déjà des codifications très lourdes avec des règles, des non-dits, des jeux de pouvoir, etc. Ah non, c'était juste des gens qui, à un moment, se retrouvaient à partir d'un ressenti commun et qui s'ouvraient naturellement à quiconque avec une intuition extraordinaire. C'est-à-dire quiconque venait vers eux avec sincérité, ils s'y ouvraient, et quiconque, au contraire, à un moment ou à un autre, essayait de les exploiter ou de les piller ou de les instrumentaliser, immédiatement, ils les sortaient. Et j'ai trouvé ça très beau, la façon dont cette autorégulation s'est mise en place, parfois de façon agressive, mais nécessaire pour permettre aux gilets jaunes, ou en tout cas à cet état d'esprit de survivre. Et la preuve en est que je pense que ces personnes-là ont senti que je venais à eux sincèrement, et ils m'ont accueilli, comme le disait Maxime, sans égard pour le fait que je sois riche, pauvre ou quoi que ce soit, ou au contraire en étant heureux de voir que des rejetons du
du système préférait être avec eux plutôt que dans ces mondes faits de breloques et de pseudo-clinquants qui, en fait, n'ont aucun intérêt. Justement, je voudrais revenir sur cette rencontre et voilà, comme je disais, vous partez de positions sociales très éloignées et puis vous convergez. Maxime, toi, comment t'es entré en contact avec Juan? Comment tu as parlé dans ta jeunesse d'avoir rencontré des gens issus d'un milieu très favorisé? Comment s'est opérée cette rencontre et cette collaboration et le fait que maintenant vous soyez proche l'un de l'autre, Juan et votre avocat. Dis-en un peu plus sur cette convergence des luttes, si je puis utiliser une expression très à la mode en ce moment. On est rentré en contact la première fois, c'était sur Messenger, si je me trompe pas. Euh, Ouais. En fait, on est rentré en contact. Pourquoi? Parce que je cherchais un avocat, parce que le gouvernement m'a poursuivi. Il faut rappeler que Christophe Castaner a déclenché un article 40 contre moi. Donc l'article 40, c'est incitation à la commission de crimes et délits suivi des faits. C'est la précision du moins par lequel il a invoqué cet article 40, parce que à la télévision, il avait précisé que les dégradations sur les Champs-Élysées qui ont eu lieu en décembre 2018 devaient avoir un responsable et devaient être d'une manière ou d'une autre remboursés. Et donc il avait dit publiquement que Éric Drouet et moi-même, on allait participer pécuniairement de façon personnelle à rembourser les dégâts des Champs-Élysées. Donc je cherchais un avocat et puis alors je ne sais plus qui m'a proposé Roi, je sais plus exactement comment ça s'est fait, mais on en est venu à se contacter par Messenger et on s'est rencontrés très rapidement après sur une manifestation. Ce qui était assez drôle, c'est que justement, voilà, on fait partie de deux mondes qui sont différents à la base. Donc ça a été, moi j'ai été assez direct au départ. Je dis bon, on se tutoie parce que moi le vouvoiement c'est pas mon truc. On peut vaut mieux enfin on peut être très respectueux en tutoyant quelqu'un et on peut être très hautain en vouvoyant une personne. Donc moi je préfère le tutoiement et donc voilà, on en est venu à se rencontrer comme ça. Juan a pris ma défense puisque j'ai été convoqué. Alors le service exact, je ne me rappelle plus. C'était comment, Juan, le service dans lequel j'ai été convoqué? On était à la Pardon? BRDP, je pense. Voilà, ça doit être Je pense ça. qu'on était à la BRDP au Bastion. Ouais. Et donc voilà, on est venu à se rencontrer. On a discuté très rapidement de tout un tas de choses en ce qui concerne les luttes sociales, etc. Et c'est vrai on est venu à se voir régulièrement. Juan a fait la préface de mon livre en donnant un regard, enfin son regard sur ce qu'il voyait de moi et enfin il a essayé d'expliquer ce qu'il voyait de ce que je faisais et pourquoi je luttais, pourquoi ça correspondait aussi à sa façon de voir les choses. C'est quelque chose sur lequel on s'est très vite accordé parce que moi, parler à quelqu'un qui a des millions sur son compte bancaire ou pas, alors c'est pas le cas de Juan Branco, hein, il n'est pas riche à millions, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser, hein, désolé de casser le mythe, mais en tout cas il est riche Pas de encore. formation et pas encore, non mais je te le souhaite, je le souhaite à tout le monde d'ailleurs, de vivre correctement. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui me met une barrière. Moi, c'est ce que les gens pensent dans le fond d'eux-mêmes. Et on en est venu à s'accorder sur beaucoup de choses. Alors, les médias ont aussi sauté sur ça en disant que voilà, Juan Branco avait trouvé un petit poulain pour le former à la FI. Ce qui voilà, j'aime bien le petit haussement de sourcil, ce qui est plutôt assez drôle parce que c'est une des choses sur lesquelles on s'est mis d'accord très rapidement. Moi, je suis complètement un partisan. Et Juan m'a dit très clairement dès le départ que voilà, il n'était pas France Insoumise et que oui, dans son passé, il avait été proche, plus ou moins proche de la France Insoumise, mais que voilà, c'était quelque chose de réglé. De la même manière que les médias ont continué à l'inviter parce que dans leur carnet de numéro de téléphone, il était toujours dans la case France Insoumise. Les gens m'ont catalogué comme étant un poulain de la France Insoumise, alors que c'est absolument pas le cas.
et puis, donc, quand il y a eu ce rapprochement entre Juan et moi, il y a eu tout un tas d'attaques aussi concernant ça. Alors, soi-disant, je travaillais pour Juan, qui lui travaillait pour Jacques Attali. Voilà, un poulain de la haute société, etc. Et moi, donc, j'ai vu tout à fait le contraire, c'est-à-dire que contrairement à certains personnages qui pouvaient critiquer le mouvement des Gilets jaunes pour diverses raisons, parce que c'est pas un mouvement parfait et il peut être critiquable sur certaines choses, eh ben, moi je voyais que Juan, il était dans les manifestations, il était devant les lignes de CRS, il était dans les nuages de gaz lacrymogène, et ça permet de, quand on vit les choses, on peut en parler. Quand on les vit pas et qu'on est vissé dans un canapé, c'est déjà beaucoup moins crédible d'en discuter. Donc, de la même manière que j'ai pu me faire assassiner publiquement pendant 45 minutes par une personne que je citerai pas parce qu'elle n'en vaut pas la peine, sur un plateau de télévision où on était présent d'ailleurs. On sait de qui tu parles, hein. On le citera pas, on lui fera pas de pub outre mesure. C'était son nom m'échappe en plus, c'est pour ça Bon, que je mais dis peu ça, importe, mais t'embête pas, vous embêtez pas, Maxime. Nolo, c'est Ouais, bon, Eric Nolo. c'est fait. Voilà. Donc voilà, c'est des personnes qui se servent d'un passé, c'est-à-dire bon, ils disent qu'ils ont un passé, ils savent d'où ils viennent, ils ont déjà vécu ça, mais en fait ils sont entrés dans une bulle, cette fameuse bulle où il faut euh, il faut faire allégeance, comme disait Juan tout à l'heure. Donc voilà, ils sont entrés dans une bulle, ils sont devenus commentateurs de la vie de tous les jours, des gens qu'ils ne connaissent pas, donc ils commentent, ils font que ça, ils commenter. De façon très dure des fois, souvent même. Et donc on se retrouve, on s'est retrouvé. Alors Juan a eu des attaques différentes puisque on en est venu à discuter de Julian Assange, de la liberté de la presse, de pourquoi Julian était enfermé, quelles étaient les choses qu'on lui reprochait, etc. Donc moi c'est quelque chose qui m'a tout de suite parlé parce que je suis quelqu'un qui est fondamentalement attaché à la liberté individuelle et à la liberté d'être informé parce que via le mouvement des Gilets jaunes, je me suis rendu compte, et beaucoup de gens se sont rendus compte, de la faculté qu'avaient les médias mainstream d'embellir la vérité, de masquer certains éléments qui peuvent être dérangeants pour le pouvoir. On le voit encore aujourd'hui, hein, quand certains éditorialistes ne jouent plus le jeu comme ça a pu être le cas il y a quelques jours, je crois que c'était hier, où un présentateur du journal de TF1 qui fait le 13h s'est un peu lâché en critiquant le gouvernement et s'est fait reprendre publiquement par la ministre Belloubet pour lui rappeler que c'était pas le rôle d'un éditorialiste. Et quand on voit par exemple les éditorialistes de BFM TV être à genoux devant le roitelet, bon, donc voilà, c'est quelque chose qu'on a pu voir, que j'ai pu voir, et Juan m'a montré une autre facette de ce que pouvaient être les gens qui ne sont pas nés dans les mêmes conditions, enfin qui n'ont pas vécu leur jeunesse dans les mêmes conditions que moi. Et je suis très content de connaître Juan. On n'a pas des avis convergents sur tout, et c'est tout à fait appréciable parce que être d'accord sur tout, c'est triste. Donc voilà, on n'est pas d'accord sur tout, mais on en discute et puis il y a des sujets qu'on n'aborde pas parce qu'on n'aborde pas non plus tous les sujets et c'est très bien comme ça. Je suis très content de le connaître. Je le remercie d'avoir fait la préface de mon livre qui est plutôt dans un autre style que ce que moi j'ai fait, mais qui est complet autant que son livre sur Assange et le livre qu'il a écrit qui s'appelle Crépuscule et qui est un peu underground, quoi, qui s'est surtout diffusé en dehors des canaux officiels parce que c'est un livre qui n'a, je le rappelle et je dis à chaque fois, il n'y a eu aucun procès pour diffamation sur ce livre et j'invite vraiment tous ceux qui ne l'ont pas lu à le lire. Très bien. Justement, Juan, toi, quand Maxime Nicole vient vers vous, comment vous voyez, voilà. Évidemment, en tant qu'avocat, il y a, il y a une sorte, presque un devoir de défendre ce personnage, mais il y a aussi l'autre facette de votre personnalité, hein, il y a l'intellectuel. Après tout, pourquoi ne pas avoir adopté une posture à la Michel Onfray ou à la Frédéric Lordon, critique qui consiste à décrypter la situation, à évidemment dénoncer les responsables de la situation,
et puis de se tenir à distance du combat. Le fait d'être entré dans l'arène et qui plus est en défendant une figure centrale qui polarise toute la haine vis-à-vis du mouvement des Gilets jaunes. Vous l'avez cherché un petit peu aussi, hein, je veux dire, le traitement médiatique catastrophique, vous l'avez cherché un petit peu aussi, si je puis dire. Mais parce que pour moi, c'est pas virtuel, hein, la politique. C'est-à-dire que moi, ça m'amuse pas d'être dans le ciel des idées et de philosopher un peu en flottant sur ce qu'est le monde et ce que devrait être le monde et compagnie et de m'en tenir là. Enfin, moi, si je réfléchis aux politiques et j'essaie d'élaborer des idées par rapport aux politiques, c'est pour essayer de changer réellement les destins qui nous entourent, quoi. C'est pas, on parle de corps qui souffrent en fait et qui souffrent au présent. Il y a pas que l'idée. Il y a plusieurs choses. Il y a l'idée de justice, enfin l'abstraction politique qui fait que oui, on peut être d'accord, pas d'accord, etc. Mais puis après, il y a une réalité sensible, tangible, dont sont déconnectées beaucoup de personnes, une partie des intellectuels dont vous parlez, mais plus généralement tous ceux qui décident en notre nom, cette classe à laquelle j'appartiens, qui est complètement isolée du reste de la société et qui est protégée de ces souffrances et de cette violence que produit ce monde. Et moi, j'y étais très sensible et j'ai senti vraiment, et je le sentais depuis un moment, cette urgence, ce besoin de bascule et au moins déjà de libération psychique par une revendication tout simplement du droit à exister, à parler, à avoir des idées, une place au sein de la société, médiatiquement, symboliquement, socialement, etc. Et après, évidemment, de changer factuellement les conditions de vie de personnes qui étaient en lourde souffrance depuis très longtemps, et a fortiori depuis la crise de 2008, ce qui a quand même été une dévastation majeure au sein de ce pays, dont on a finalement en fait très peu parlé politiquement. C'est-à-dire qu'il y a eu très peu de responsables politiques qui ont été sanctionnés à cause de cette crise. Il y a eu aucun changement structurel, évidemment dans la banque, la finance, très peu de personnes aussi, et on a perpétué un système en fait qui reposait sur une oppression toujours plus forte sur une minorité importante de personnes. Qui ont constitué le mouvement des Gilets jaunes et qui en fait qui créent des violences toujours plus grandes. Donc à un moment donné, il faut y aller, quoi. Il faut y aller. C'est ce que disait Maxime. Il faut y aller pas seulement depuis sa posture bourgeoise, donc pas seulement en écrivant des bouquins, en étant à la télé, mais en étant sur place, évidemment, dans les manifestations, en première ligne, pour donner du courage, pour montrer que c'est pas artificiel, c'est pas une posture, mais tout simplement pour vivre ce moment. Enfin, parce qu'il y a un plaisir immense. Il faut être s'engager, de prendre des risques aux côtés de personnes qui sont en danger et de pouvoir leur prêter main forte et de pouvoir faire nombre avec eux et de pouvoir ressentir en fait cette fierté d'appartenir à un collectif. Et d'autre part, évidemment, dans les mesures que mes fonctions me donnaient, que ma visibilité médiatique me donnait, que ma formation d'avocat, d'intellectuel me donnait, faire bloc pour défendre les personnes qui ont pris des risques, qui sont exposées, comme Maxime, comme d'autres, pour vraiment les protéger autant que possible et utiliser cette carapace, quitte à la détruire, quitte à s'en prendre plein la gueule, avoir des articles dégueulasses dans toute la presse qui, 2 ans avant, m'adulait parce que j'étais le petit génie qui, à 26 ans, avait fait 40 000 trucs, etc. Et qui, 2 ans plus tard, tout d'un coup, parce que je vais contre leur intérêt, se retournent contre moi et me traitent comme si j'étais le dernier des traîtres et des imposteurs. Enfin, la question se pose pas, en fait, quoi. Et donc, quand Maxime m'écrit ou je lui écris, moi, je viens de voir, je me souviens, un entretien qu'il a eu avec Hugo Clément dans Combini, d'une laideur absolue, d'une bêtise absolue de la part de cet interlocuteur, cet intervieweur, et lui, au contraire, qui montre une intelligence qui parfois bute sur l'expression de l'idée qu'il a sous-jacente, mais que n'importe quelle personne d'un peu intelligente et qui manque de préjugés comprend immédiatement, comprend la direction dans laquelle il veut aller, etc. Et je me dis, mais cette personne-là, on est en train de le massacrer de façon aveugle. Et donc moi, c'était mon honneur d'être à ses côtés de la même façon que quand Hanouna et Nolo s'amusent à monter ce cirque pour le démonter, pour le détruire. Je passe 2 heures de l'émission à essayer d'intervenir pour essayer sans aucun mot, sans réussir à en placer une. Et je suis tellement fier et heureux de pouvoir renverser à la toute fin de l'émission cette violence en renvoyant Hanouna à sa position de classe, aux millions qu'il gagne dans son émission, et pouvoir, vous voyez, de façon à ce qu'on ne se souvienne que de ça. Vous voyez, pas du procès dégueulasse qui a été fait pendant 2 heures pour détruire Maxime et compagnie, mais de la laideur de la personne qui faisait ce procès. Et de l'hypocrisie de cette personne, et de, en fait, la façon dont tout ce qu'on venait de voir n'était que l'expression d'une énorme tartufferie. Et donc, en fait, qu'est-ce que ça produit immédiatement ? Ça produit un effacement de ce qui vient d'être dit.
Ça fait qu'en fait, on passe tout de suite à autre chose et on finit par se dire, mais en fait, tout ce que je viens d'entendre, auquel j'étais prêt à croire, que Maxime Nicole était un être laid, qui était complotiste, qui était antisémite, en fait, tout ça, c'est n'importe quoi, c'est de la merde. Ce que j'ai entendu jusqu'ici, c'est quelqu'un qui défendait sa classe et ses intérêts, et cette personne-là, c'était Hanouna, et en fait, c'est Hanouna qui était la personne accusée. Bon, bah ça, ce type de renversement, bah, même si c'est super violent à vivre comme moment, c'est extra, enfin, ça coûte hein, d'être sur ces plateaux, d'être face à ces gens, de devoir subir cette dégradation permanente. Faut pas croire que c'est un spectacle amusant. J'ai jamais pris plaisir en y allant, vraiment. Et ça aussi, c'est une réponse à ceux qui pensent que les figures médiatiques entre guillemets auraient tenté d'en tirer quoi que ce soit. Je pense qu'ils se rendent pas compte à quel point À c'est quel point ça éprouvant. coûte, Il y a toujours ouais. évidemment quelque part, ouais. Tu voulais réagir, Maxime? Enfin, vous vouliez réagir, pardon, hein. J'oscille Non, entre le vous et le tu parce que il y a je, pas de souci. sans Alors vous là, connaître personnellement, je vous ai vu tellement de fois et je vous ai écouté tellement de fois qu'il y a une proximité qui me trahit. Voilà. Allez. non, Là, il y ça a m'est pas de arrivé une souci. fois Pour vous faire un exemple, dans un café. Pardon, de- Maxime, je vais juste te raconter. À un moment, je rentre dans un café, il y a une très jolie jeune fille qui me dit ah, salut Juan, ça va et je la regarde, et il y a un blanc de 5 secondes, et elle me dit ah, pardon, c'est que j'ai vu un live hier et je suis désolé. C'est pas bref. Donc, cet effet de proximité, il est assez normal, en fait. C'est assez troublant, mais c'est assez drôle. Pardon, Maxime. Ben, moi, ça me va. Ça veut dire que pour les gens qui regardent, c'est comme si on était un voisin donc ça veut dire que je suis quelqu'un de normal. Oui. C'est pas, on m'adule pas comme une star, on me parle comme un ami. Moi, ça me va. Ça me va très bien. Je voudrais revenir. Je fais un tout petit aparté. Tout à l'heure, j'ai dit que Jean-Pierre Pernaut avait été repris par la ministre Belloubet en le rappelant à l'ordre, pour vous montrer à quel point c'est assez efficace. Là, actuellement, pendant que je vous parle, j'ai des modérateurs de mon groupe qui écoutent ce que je dis et qui vérifient les informations que je dis en même temps. Et on vient de me préciser à l'instant que Belloubet n'avait pas repris Pernaut et que ça avait été repris par un faux compte de l'Élysée, qui est un compte parodique. Donc D'accord. Jean-Pierre Pernaut n'a pas été repris par la ministre Belloubet. Voilà. Merci. C'est bien de le Euh, préciser. C'est suffisamment rare pour être souligné. C'est ben bien parce que de c'est faire ça son aussi la autocritique, différence y avec. compris en direct. Mais voilà, mais en fait c'est ça la différence et c'est pour ça que j'aime pas être mis dans des cases, c'est que les médias mainstream quand ils font une contre-performance, j'ai entendu par exemple hier quelqu'un qui disait qu'il n'y avait pas eu de donc c'était sur BFM TV cette nuit, je ne sais plus à quelle heure, qui disait qu'il n'y avait pas eu de deuxième vague de Covid-19 dans nulle part sur la planète, alors qu'il y a des pays qui commencent à reconfiner parce qu'il y a des Singapour deuxièmes vagues notamment. qui arrivent. Voilà, mais Certaines pas villes du que. Hein. Japon aussi. Ouais. Voilà. Et donc le problème, c'est qu'il n'y a jamais aux mêmes heures d'écoute des excuses publiques ou des rectifications. Moi, je suis très attaché à ça parce que ça peut arriver hein, de donner une information qui est inexacte ou pas complète. Et donc, il faut savoir la modifier quand il faut la modifier. Donc, ça, c'était le petit aparté. Pour revenir sur ce que disait Juan par rapport à Combini et par rapport au matraquage pendant des émissions, Combini, en fait, c'était justement pour me détruire au sujet de mon pseudo-complotisme. J'ai été attaqué sur des propos que j'avais tenus qui concernaient l'attentat de Nice et Strasbourg. Alors la seule chose que j'ai dite et que je regrette, c'est que à l'époque j'ai eu une phrase qui était la suivante quand on veut faire un attentat, on n'attend pas qu'il y ait trois pélos dans une rue à 20 heures. On le fait quand il y a une sortie de match de foot par exemple ou ce genre de choses. Donc ça c'était forcément stupide et maladroit. Je m'en suis excusé publiquement sur une chaîne de télévision quand j'ai eu l'occasion de le faire parce que c'était pas correct de le dire. Mais on a voulu me faire passer pour un complotiste par rapport à ces attentats, parce que soi-disant j'aurais dit que c'est le gouvernement qui aurait fait des attentats. J'ai toujours demandé à ce que cette séquence vidéo soit sortie et rendue publique, puisqu'apparemment je l'aurais dit. Moi j'ai vérifié ce que j'avais dit et je n'ai jamais dit que l'État était celui qui avait commis ces attentats. Par contre, j'ai posé des questions de fond. Par exemple, concernant l'attentat de Nice, j'ai demandé pourquoi on avait demandé à une policière municipale d'effacer des vidéos de surveillance. C'est une information qui était sortie sur Le Monde et sur différents médias. Une policière municipale avait été missionnée enfin, on avait demandé à une policière municipale d'effacer des vidéos de surveillance. Si ma mémoire est bonne, je crois que c'était 180 heures de vidéo de surveillance sur 8 caméras. Et je demandais pourquoi, lors d'un attentat, on voulait effacer
des vidéos qui potentiellement montraient des images qui auraient pu être utilisées comme des preuves. On m'a jamais répondu et en fait voilà, c'est ça qui m'inquiète. C'est ça que je voulais mettre en avant, c'est comment ça se fait que après un attentat, on ne cherche pas les responsables des erreurs qui ont été commises, qu'on ne les nomme pas et qu'on ne prenne pas les sanctions qui sont nécessaires au fait que ces erreurs ne se reproduisent pas. J'ai jamais eu de réponse et apparemment ça n'inquiète pas les commentateurs de grandes chaînes de télé de savoir que les personnes qui ont commis des erreurs sont toujours en poste et sont toujours les mêmes personnes qui gèrent la sécurité nationale. Voilà. Donc c'est simplement ça. Je remets pas en question l'État. Je dis que quand il y a des erreurs, il faut les admettre, il faut les identifier, il faut faire en sorte qu'elles se reproduisent pas. Et si les personnes sont responsables de manquements, il faut faire en sorte que ces personnes soient mises hors du circuit, soit qu'elles soient mises à une autre place. Mais voilà, c'est ça que je voulais savoir. Et comme je remets en question voilà ce que l'État a pu faire, comment l'État a géré ou comment l'État a géré l'après, j'ai été taxé de complotiste. Et c'est quelque chose qui est très difficile à enlever parce que du coup, comme la parole officielle, c'est que je suis complotiste, vous avez du coup tous les vrais complotistes qui viennent me voir en se disant cool, on a quelqu'un avec qui on va pouvoir discuter. Alors que moi, toutes les théories du complot, c'est pas quelque chose qui m'intéresse déjà parce que je suis plutôt terre à terre, je suis plutôt, j'aime bien être factuel. Et en plus de ça, je pense qu'il y a tellement de misère sur cette planète et tellement de choses à faire pour gérer et pour changer les choses que j'ai pas envie de me perdre dans des théories d'aliens, de terre plate, de réseaux secrets mais qui sont pas secrets. Enfin bref, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. J'aime bien être dans le factuel et le factuel c'est quoi? C'est un pays dans lequel des gens meurent alors qu'on produit énormément de richesses qui, parce qu'elle n'est pas redistribuée correctement, fait qu'il y a des injustices qui sont complètement aberrantes dans une époque comme la nôtre. Très bien. Juan, je fais un petit aparté. Apparemment, il y a la possibilité de converser en direct avec les participants. Benoît me signalait qu'il y a un petit décalage entre le son et l'image. Il proposait que tu débranches et que tu rebranches ton micro pour voir. Ok. Voilà, c'est bon, c'est fait? Ok. Normalement. Justement, Maxime, à l'instant, Ouais. Maxime, à l'instant, tu parlais de factuel et de situation actuelle. J'aimerais bien avoir votre regard à tous les deux sur la situation actuelle. On fait cette interview en plein confinement, dans un contexte très particulier, un contexte sanitaire extrême, entre guillemets, au sens où ça fait plus d'un mois que les gens sont enfermés chez eux, enfin, pour une partie d'entre eux, parce qu'il y a un paquet de monde qui est sur le front. Et notamment une bonne partie des bataillons des gens qui appartenaient au mouvement des Gilets jaunes ou que le mouvement des Gilets jaunes voulait représenter, avec quand même, tu parlais tout à l'heure d'incapacité de certaines catégories de personnes ou de certaines personnes à faire leur mea culpa quant à des décisions ou quant à des choses qui manifestement sont fausses. Hein. Je vais pas revenir sur ces histoires de masques, de tests. J'aimerais bien, Juan, à la lumière de tout ce que tu as pu développer dans Crépuscule, tout ce que tu as pu développer dans des prises de position, dans des interviews, j'aimerais bien avoir ton regard sur la situation actuelle, sur ces fameuses élites dont tu nous disais qu'en réalité, la première de leurs caractéristiques, c'est qu'elles étaient complètement incompétentes. Et tu as focalisé notamment ton attention sur un ministère en particulier, celui de la santé, d'où sont issus un certain nombre de tes cibles. Alors, je ne dis pas cible au sens où il y a un acharnement vis-à-vis de ces personnes, mais il se trouve que sous le quinquennat de Hollande, le ministère de la Santé a été en première ligne pour supprimer des lits et pour liquider des stocks de masques. Alors, là, je viens de dire plein de choses, mais j'aimerais bien avoir ton regard global votre regard global sur la situation actuelle. Qui commence? On va dire Juan, puisque tu étais en train de parler, Maxime, vous étiez en train de parler, on va dire Juan, puis après, tu prendras la parole, bien sûr, aussi sur la même question. Il y aurait beaucoup à dire sur la situation, mais je vais partir du plus basique, c'est-à-dire en effet l'illustration que ça donne de l'incompétence de ces individus, que ce soit
Jérôme Salomon, Griveaux, Attal, qui étaient tous au cabinet de Touraine et qui se retrouvent aujourd'hui en première ligne sans aucune sanction, alors qu'ils sont à la source des problèmes que l'on connaît aujourd'hui en termes de masques et compagnie. Tout simplement pourquoi ? Parce que c'est des gens qui ont été recrutés au sein du ministère de la Santé, au plus important poste de la République française, non pas du fait de leurs compétences. En tout cas, ni Attal ni Griveaux ne connaissaient quoi que ce soit à la santé. Ils n'avaient aucune formation en santé, ils n'avaient jamais mis les pieds dans les hôpitaux ni quoi que ce soit, mais tout simplement du fait de ces réseaux d'entre-soi que j'écris dans Crépuscule. Et ces personnes-là ont pris des décisions que nous payons aujourd'hui chèrement du fait, tout simplement, des retours d'ascenseurs qu'ils ont dû mettre en œuvre, que ce soit explicitement ou implicitement, par rapport à ceux qui les avaient promus, et notamment en termes d'adhésion à une forme d'idéologie, qui n'est même pas idéologique, mais qui est juste de captation de ressources qui doit se payer un moment, parce que quand vous distribuez des faveurs, quand vous distribuez de l'argent à des personnes, des oligarques, des réseaux, des classes sociales dans son ensemble, il faut un moment que cet argent soit produit. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On réduit les dépenses publiques pour pouvoir financer tout ça. Sur l'analyse de la situation, moi, je suis très inquiet et très, très triste parce que c'est d'une violence insondable et pas du tout rendue visible dans les médias, à la fois psychiquement pour ceux qui sont seuls, qui sont en difficulté, qui étaient précaires et ainsi de suite, avec à mon avis, des crises terrifiantes, des destructions massives de modes de vie de beaucoup de personnes et de leur équilibre, mais aussi évidemment économiquement et socialement. Pour avoir vécu l'entrée sur le marché du travail au moment où la crise de 2008 rebondissait, en 2011-2012 avec la crise de l'euro, je sais ce que ça peut être d'avoir ce qui comparativement est une vaguelette par rapport à l'immense vague qui s'annonce aujourd'hui. Et en même temps, ça rend évidente le fait qu'on ne puisse pas continuer à système constant. Non pas qu'il faudrait complètement changer la structuration de nos sociétés, mais tout simplement réajuster un certain nombre de choses essentielles. Et l'une d'entre elles, qui à mon avis aujourd'hui devenue incontournable, c'est la reprise de notre souveraineté sur les questions monétaires. C'est-à-dire qu'en gros, cette crise, il va falloir la faire payer à ceux qui ont du capital. Il va falloir la faire payer aux riches parce que là, on ne peut plus le faire en réduisant les impôts et en réduisant les prestations sociales et en réduisant les services publics comme on l'avait fait en 2008. Il y a eu une augmentation très très forte des inégalités depuis. Pourquoi ? Parce qu'on a fait le choix de les accroître pour faire payer aux plus fragiles la crise de 2008. Aujourd'hui, cette crise est d'une telle ampleur qu'il faudra en passer par faire payer les plus favorisés de notre société. Or ça, l'impôt peut pas le faire. Pourquoi ? Parce que si vous utilisez l'impôt, les gens se rebellent. Et il se trouve que par ailleurs, les classes moyennes payent déjà beaucoup d'impôts, et donc c'est pas du tout la bonne solution. Une grande partie des gilets jaunes, de ceux qui appuyaient les gilets jaunes, étaient aussi des classes moyennes qui se reconnaissaient dans le fait que ils voyaient pas pourquoi est-ce qu'ils payaient autant d'impôts pour des services publics qui ne fonctionnaient pas et une société qui se dégradait. Et là-dessus, en fait, la seule façon, du coup, quand vous pouvez pas utiliser l'impôt ou pas utiliser que l'impôt, ça, c'est les solutions un peu gauchistes de base, genre on recrée l'ISF et compagnie, alors que c'est des montants dérisoires, c'est la création monétaire qui va provoquer, si vous reprenez le contrôle sur la création monétaire, vous pouvez créer de l'inflation qui va en fait grignoter les patrimoines, donc grignoter les grandes fortunes françaises. Et en retour, ça provoque quoi ? Ça provoque, si vous ajustez, si vous mettez les salaires en croissance égale à l'inflation, si vous forcez un réajustement des salaires qui correspondent à ceux de l'inflation, et vous avez le pouvoir, vous les indexez, donc vous permettez au pouvoir d'achat de se maintenir, mais vous grignotez tout ce qui est stagnant, donc tout ce qui est patrimoine. Alors ça va toucher une partie de ceux qui ont acheté des maisons, etc. Mais en même temps, c'est de la richesse qui est artificielle d'une part, et c'est de la richesse qui, dans un moment, qui est paralysée, qui fait qu'il y a des millions de Français qui sont bloqués dans leurs conditions sociales parce que d'autres thésaurisent et investissent dans de la pierre et compagnie. Et donc ça va créer des injustices, mais je pense que c'est la seule solution à adopter. En même temps, ne jamais oublier, pour ceux qui sont trop optimistes, j'ai vu un sondage de l'IFOP, là, 60% des Français sont confinés dans une maison avec jardin. Ça dit ce que c'est notre pays. C'est-à-dire que notre pays est quand même profondément, fondamentalement, majoritairement bourgeois. On n'a que 12% des personnes qui sont confinées dans un appartement sans balcon ou terrasse. Vous voyez, donc, et on a 20% à peu près qui sont dans un appartement avec terrasse et 15% dans une maison sans jardin. Mais donc on a quand même une majorité du corps social
qui vit théoriquement dans des conditions confortables et qui peut supporter une situation comme celle-ci pendant un moment. Donc, on est minoritaire, ceux qui sommes en difficulté ou qui défendons les personnes qui sont en difficulté, qui sont les plus vulnérables par rapport à cette crise. Les Gilets jaunes ont toujours été minoritaires en termes de conditions de vie, même s'ils ont pu être majoritaires dans l'opinion. Et donc, il faut toujours avoir cela en tête au moment de proclamer un nouveau grand soir ou de se dire, bon, bah voilà, maintenant c'est géré, etc. Il y aura des résistances très importantes à toute forme de rupture avec l'existant, parce que toute rupture avec l'existant provoque des pertes, provoque des personnes qui perdent quelque chose. Et on comprend que ce soit si difficile en pensant à ces éléments et pas seulement au fait qu'ils détiennent tous les médias, ils ont une puissance de frappe énorme parce qu'ils ont beaucoup d'argent, des moyens institutionnels, etc. Très bien. Maxime, une réaction par rapport à justement à la fois à ce que vient de dire Juan et puis à votre lecture, votre vision de la situation actuelle, hein, au regard de votre expérience au sein du mouvement des Gilets jaunes notamment. Ce que je constate, moi, c'est que ce mouvement des Gilets jaunes touchait toutes les classes sociales. C'est-à-dire que, à part les politiques, tout le monde était dans la rue. Il y avait des avocats, il y avait des pompiers, il y avait des chauffeurs routiers, il y avait des gens avec des maisons à jardin, des gens en appartement, des gens avec des maisons secondaires ou des voitures de luxe. Euh, ce qui a fait que les gens se sont agglomérés, c'était une idée. L'idée que l'injustice dans un pays riche, elle n'a pas lieu d'être. Et c'était aussi la prise de conscience sur pourquoi il y a autant d'injustice dans ce pays. Alors, voilà. Bon, il y a le livre que Juan a écrit qui explique un peu pourquoi il y a beaucoup de collusion dans les systèmes de pouvoir, etc. Il y a énormément de petits, de grands copinages, etc. Je me suis demandé beaucoup de fois pourquoi on n'était pas plus que ça dans les rues. Pourquoi il y avait 70% d'opinion publique favorable, mais pourquoi on n'était que peut-être 1% dans les rues ou peut-être un peu moins d'1%. Et en fait, la réponse, je l'ai eue quand les grèves ont débuté. On peut critiquer les sondages, mais ils sont quand même assez révélateurs sur certaines choses. La première chose, c'est que oui, il y a une majorité des gens qui sont dans l'entre-deux, c'est-à-dire qui ont juste ce qu'il faut pour vivre, qui sont concernés par les injustices et qui aimeraient que ça change, mais qui peuvent pas se permettre de venir dans une manifestation ou qui peuvent pas se permettre de perdre parce que ils sont dans une espèce de flottement entre la classe d'en bas, les 9,3 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, et l'espèce de but, de target, de cible qu'ils visent en se disant, moi je veux vivre dignement, je veux vivre correctement. Pour l'instant, aujourd'hui, j'arrive à payer mes factures, j'ai une maison, j'ai une voiture, j'ai un travail, donc je peux pas perdre tout ça. Et en fait, il y a eu le Covid-19 qui débarque. Et le Covid-19, il a mis tout le monde d'accord, que vous ayez une maison avec jardin, un appartement ou un CDI ou que vous soyez au RSA, et ben, tout le monde s'est arrêté. À part les gens qui ont été obligés de continuer à aller travailler parce que c'était des métiers dits essentiels. Mais sinon, beaucoup de gens ont perdu leur emploi, se sont retrouvés sans salaire ou au chômage partiel. Et il y a des gens qui faisaient partie de cet entre-deux et qui avaient juste de quoi se faire un tout petit peu plaisir et finir le mois. Et en tombant au chômage partiel, ils se sont retrouvés en dessous de cette fameuse ligne rouge à pas franchir. Et là, ils ont commencé à avoir devant eux toutes les difficultés que peuvent connaître quelqu'un qui galère au jour le jour. C'est-à-dire les plateformes téléphoniques où vous avez un interlocuteur différent à chaque fois que vous avez une question, ce qui vous permet pas de gérer votre dossier correctement. Les aides promises qui sont jamais données, les discours remplis d'injonctions contradictoires avec un gouvernement qui vous dit là tout le monde est en train de tomber des nues en disant bon la prime qui était prévue pour les aides-soignants elle sera pas donnée, la prime pour un tel elle sera pas donnée, les aides pour un tel elles seront pas là. Donc tous ces gens-là sont en train de dire mais je vais perdre mon restaurant, je vais perdre mon entreprise, je peux pas payer mes remboursements de crédit, je vais me retrouver dans une catastrophe épouvantable. Et en fait, je pense que je le vois dans des discussions que j'ai avec des amis en ce moment, il y a énormément de gens qui défendaient encore potentiellement le pouvoir en place et la façon dont était géré ce système. Et depuis la crise Covid-19, les gens se rendent compte de toutes les fractures et de toutes les imperfections
que peuvent avoir un système quand il est géré par une poignée de personnes. Et je pense que ça va avoir un effet positif dans la prise de conscience. Et par contre, ça va avoir énormément d'effets négatifs en termes de dommages collatéraux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont y perdre. Et comme disait Juan tout de suite, quand on change l'acquis, quand on change ce qui est habituel, il y a forcément des gens qui y perdent. Maintenant, est-ce que la balance, elle sera pas plus favorable par la suite si on y perd un peu, voire beaucoup maintenant, mais qu'on change ce système de fond et qu'on permet aux gens de récupérer leur démocratie? Je pense que c'est très important de se poser la question, parce que quand on voit les mesures qui sont réfléchies, d'applications. Je parle par exemple du tracking, je parle des caméras de reconnaissance faciale, je parle de la vaccination qui pourrait potentiellement être rendue obligatoire. Je pense que c'est des atteintes à la liberté qui sont graves, et si on dit pas stop maintenant, ça deviendra normal par la suite, et une fois que c'est normal, si vous le faites pas, vous êtes un délinquant. Donc je pense que c'est très important de continuer le combat, surtout dans cette période, et qu'il faut surtout pas lâcher l'objectif, qui est de vivre mieux ensemble. La prime dont vous parliez tout à l'heure, qui est remise en question manifestement, c'est celle qui était initialement prévue pour les personnes qui travaillent dans la grande distribution, où on commence à dire que finalement elle est facultative, c'est pas sûr qu'elle soit versée, mais il y a également d'autres promesses ou d'autres mesures gouvernementales dont on est en train de voir qu'elles ne sont pas forcément au rendez-vous, entre les prêts garantis et autres, mais je ne vais pas rentrer dans le détail nécessairement. Je me tourne à nouveau vers Juan. Justement, Juan, là, on a parlé là, de la situation actuelle, hein, de votre regard. Est-ce qu'on peut clore cet entretien en ayant votre vision à tous les deux sur ce monde d'après? Alors, pas de grand soir, pas de petit matin, mais quand même, comment on prépare la riposte, comment on organise les choses pour que ce soit pas après 2008, comme vous l'avez dit, et non seulement en 2008, on n'a pas retenu les leçons, mais ça s'est aggravé. Après 2020, comment comme dirait Walter Benjamin, on revient à la même chose où le prince de Lampedusa, il faut que tout change pour que rien ne change. Hein. Juan, on dit souvent que vous êtes... c'est le paradoxe, hein, vous avez pris la défense des Gilets jaunes, un mouvement qui vient par le bas, mais vous insistez beaucoup souvent sur les solutions macroéconomiques. On sait que vous avez beaucoup défendu les politiques macroéconomiques, notamment menées par le président Rafael Correa. Vous insistez aussi beaucoup sur les personnes, hein, la capacité de certaines figures providentielles à se hisser au-dessus. Mais comment on peut à la fois tenir l'aspect macro et tout en gardant la force du mouvement des Gilets jaunes, c'est-à-dire un mouvement qui vient par le bas et qui vient de la société civile elle-même, hein. Parce que je crois beaucoup à l'exigence individuelle, en fait. Enfin, je crois qu'on est, on est tous attirés par la complaisance et par un moment l'installation dans une forme de satisfaction parce qu'on a atteint soit un but, soit une sorte d'environnement, où on a construit un environnement qui nous protégeait, etc. Et moi, je crois qu'il y a des personnes exceptionnelles qui émergent dans l'espace public ou privé, d'ailleurs, sans qu'on les connaisse ou pas, parce qu'à un moment, elles refusent de s'en tenir là. Et donc, j'ai beaucoup de reconnaissance pour les personnes qui n'arrêtent jamais de travailler pour s'améliorer et pour se construire dans un rapport de différence par rapport à la masse de personnes qui, à un moment donné ou un autre, va probablement, pour la très grande majorité d'entre elles, pas avoir les moyens, en fait, d'investir dans son soi et dans son rapport au monde pour pouvoir provoquer cette différence. Donc, il faut jamais sous-estimer la valeur du geste individuel et de la geste individuelle. Ça, c'est la première chose. Par contre, il est évident que il y a pas d'exceptionnalité. C'est-à-dire que ça n'existe pas le sauveur. Ce qui existe, c'est des personnes qui ont un rapport à l'éthique et à la rigueur suffisante pour être capable d'accompagner un mouvement dont ils vont dépendre. Et en fait, ce mouvement-là va être la clé de tout.
le mouvement des Gilets jaunes aurait pu déboucher sur une vraie bascule dans la société, sauf qu'il n'y avait personne pour le recueillir et les accompagner. C'est-à-dire, il n'y a personne qui a été capable à ce moment-là de s'ériger, de dire, bon, bah là, en fait, on est à 50 mètres de l'Élysée. 80% des Gilets jaunes n'avaient jamais mis les pieds sur les Champs-Élysées, donc ils savaient pas où était l'Élysée, ils savaient pas qu'ils étaient à 50 mètres de l'Élysée, que c'était super facile d'y aller et de faire tomber l'Élysée, et ils savaient a fortiori pas ce qu'ils en auraient fait dans l'immédiat une fois qu'ils l'auraient fait tomber. Et en fait, ce travail, c'est pas un travail on fait émerger un leader et c'est ce leader qui va permettre à tout le monde de savoir où aller. C'est au contraire un travail de formation par le bas, horizontale, où on permet à tout le monde d'accroître son niveau moyen de connaissance sur le fonctionnement actuel et sur les systèmes politiques et économiques. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire avec Crépuscule, mais aussi avec les lives que j'ai fait depuis. J'essaye de donner des clés. L'un des derniers, les plus importants que j'avais fait, c'était justement sur le système de santé en décembre 2019, où j'expliquais comment, en fait, on avait décidé de détourner des ressources par milliards vers le remboursement de la dette de la sécurité sociale plutôt que d'investir dans les hôpitaux, alors qu'il y avait la possibilité de faire autrement. Et j'expliquais, c'est une vidéo assez longue qui dure 1 heure sur Facebook. Je donnais des clés pour comprendre quels étaient les choix qui pouvaient en fait être faits quand vous êtes un technocrate, que vous êtes à l'intérieur du système. Moi, à Sciences Po, on m'a appris à faire ça, à faire en fait des arbitrages entre telle ou telle solution financière qui va vous permettre de dégager plus ou moins de moyens pour les hôpitaux en échange de telle ou telle contrainte qu'il va falloir régler différemment. Et ça, c'est des outils que 99% des Français auxquels 99% des Français n'ont pas eu accès. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec une petite clique de quelques milliers de personnes qui, eux, ont eu droit au cours à Sciences Po et compagnie, qui, eux, savent comment ça marche et qui, eux, savent ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Et quand ils se retrouvent face à un journaliste, le journaliste lui-même, la plupart du temps, n'a pas fait ces études ou n'a pas accès à ces outils ou ne veut pas les révéler, ne veut pas révéler qui les a, et du coup ne met pas en difficulté le politicien en disant « mais attendez, on pourrait faire autrement ». Sur, par exemple, le remboursement de la dette de la CADES, on aurait pu faire de telle façon que, du coup, on avait 4 milliards d'euros disponibles chaque année pour les hôpitaux que vous n'avez pas débloqués. Et ben, ce genre de débat, vous l'avez pas dans l'espace public. Pourquoi ? Parce que les gens n'ont pas les outils encore pour s'y mettre. Et c'est pour ça que la question de l'espace public, elle est fondamentale, parce que si vous réussissez à redistribuer ce savoir, en fait, et je pense que les réseaux sociaux aujourd'hui permettent de court-circuiter tous ces systèmes de pouvoir qui permettaient de concentrer l'information entre quelques mains, vous êtes en mesure de leur donner le pouvoir de demain s'ériger et de faire naître des personnes qui, au sein de ce mouvement même, alors qu'elles viennent de milieux sociaux qui normalement ne les auraient pas permis de le faire, de devenir des leaders sociaux et de provoquer ces bascules à plus ou moins court terme. Mais je pense que cette formation est très importante et très urgente parce que ça peut arriver à n'importe quel moment. Et si on a une bascule institutionnelle à un moment où on n'a pas d'alternative à leur proposer, on va se retrouver en fait avec les mêmes qui vont reprendre le pouvoir différemment et ça va nous retomber dessus. Donc je pense que franchement, le grand soir est pas, ça va être un massacre les mois qui viennent, un massacre absolu. Et quand on rentre dans une situation de tension à ce point hallucinante comme celle qu'on va connaître en termes sociaux, économiques et compagnie, tout est envisageable. Et notre responsabilité, c'est d'être prêt à un moment à accompagner ces mouvements qui pourraient naître, les orienter, les conseiller et compagnie, de façon à un moment à réussir à prendre de rebord ce système qui est avarié et qui est quand même en chute libre depuis de nombreuses années. Très bien. Maxime, une réaction de votre part justement sur la construction du monde d'après. Au fil du temps, le mouvement des Gilets jaunes, j'ai presque envie de dire, pas naturellement, c'est pas le terme, mais il s'est essoufflé. Il s'est essoufflé du fait notamment d'une répression, d'une violence inouïe. Il s'est essoufflé parce que les petites gens n'y voyaient aucun jugement de valeur dans ce propos, mais il fallait bien faire bouillir la marmite et des gens qui ont perdu beaucoup d'argent. Parlons également de ceux qui ont été mutilés, parlons de ceux qui ont été détruits psychologiquement, physiquement. Le mouvement des Gilets jaunes, il a pris cher et puis surtout il a reflué d'une certaine manière. Est-ce qu'on peut, je ne veux pas vous demander de faire de pronostics et mon objectif ce sera pas de revenir vous voir en vous disant vous avez dit ça, regardez c'est pas la réalité, d'abord c'est pas ma personnalité puis c'est pas le but, mais est-ce qu'on peut parier sur un retour du mouvement des Gilets jaunes ou un mouvement nouveau qui agrégerait d'autres perdants de la situation, d'autres perdants de la mondialisation, d'autres perdants de la crise qui vient ou la crise actuelle. Je parlais tout à l'heure de parcours, de trajectoire individuelle. Comment vous voyez les choses à la fois d'un point de vue positif, ce qui est, et puis d'un point de vue normatif, ce que vous aimeriez qu'il soit, si je puis dire. C'est une très longue question, ça demanderait beaucoup de développement.
c'est censé être aussi le mot de la conclusion, donc je vais C'est ça. pas. Voilà, Maxime, c'est pas une colle, hein. Alors, un résumé, ouais, ça va être très compliqué, mais euh, j'ai cité Hannah Arendt il y a pas longtemps et j'ai regardé La Ferme d'Orwell aussi qu'on m'avait demandé de regarder et en fait je crois que on est pile poil dans un mélange des deux. Hannah Arendt disait que à force de surinformer les gens en leur donnant un flot d'informations, les gens ne croient plus en rien. Et le danger, c'est pas de plus rien croire. Le danger, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut avec quelqu'un qui croit plus en rien. Et moi, et Orwell, c'est Orwell, enfin la ferme d'Orwell, c'est comment des sauveurs peuvent devenir des bourreaux en reproduisant les mêmes erreurs que ceux qu'ils ont virés. Ben aujourd'hui, c'est un peu ça. J'espère qu'on fera pas les mêmes erreurs que ceux qu'on veut sortir. J'espère que les erreurs du passé vont permettre d'éviter de replonger dans un chaos social et dans un chaos idéologique. On a une crise financière qui a commencé en 2008 et qui est devenue systémique et qui va s'empirer là avec ce qui est en train de se passer. Je fais partie des gens qui ont pris conscience que c'était pas une crise économique ce qui va arriver, mais bien la suite d'un système capitaliste enfin, ce qui en découle est logique. On peut pas surconsommer et surexploiter indéfément. À côté de ça, voilà, il y a beaucoup de gens qui perdent. Il y a l'humain et ce côté humain qui est très important où les gens sont fatigués, les gens sont déprimés. Il faut noter qu'il y a une explosion du nombre de suicides, une explosion du nombre de violences conjugales, une explosion du comment dire du burn-out humain. C'est que le début. C'est pour ça que quand Juan dit que ça va être une catastrophe socio-économique, ce qui va arriver, oui, on va vivre une catastrophe socio-économique, mais j'espère ne pas me tromper en disant que la prise de conscience sera suffisamment globale pour que il y ait beaucoup de positifs qui ressortent de ça. J'espère que les acteurs politiques actuels seront assez euh, on va dire, qui sont très intelligents, hein, faut pas croire. Hein, ils font beaucoup de conneries, mais ça dépend où on se place. Si on se place du côté des 1%, leur boulot est parfait. Si on se passe du côté du reste, forcément, c'est loin d'être parfait puisque ça fait souffrir les gens et ça tue des gens. Donc voilà, moi, tout ce que je peux dire, c'est que j'espère que les gens arriveront à faire le tri de tout ce qui est en train de leur arriver comme information au jour le jour. J'espère que tout ça va déboucher sur quelque chose de positif pour tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est même ceux qui sont pas d'accord avec ce que je peux dire. J'espère que ça profitera à tout le monde. Euh, et je souhaite que... Enfin, je suis peut-être un peu utopiste, mais j'aimerais que tout le monde puisse vivre dignement. J'ai pas envie de rouler dans une Porsche, j'ai pas envie d'avoir un yacht avec une piscine privée. J'ai simplement envie de pas m'inquiéter de savoir si je vais réussir à manger ou à me soigner voilà, donc juste se faire plaisir de temps en temps, vivre dignement, pas détruire la planète, pas détruire l'humain, et ce serait déjà un pas de géant pour l'humanité. Donc j'espère que ça va changer, enfin j'espère. Il y a énormément de gens qui sont en train de lutter pour ça, énormément de gens qui se battent dans l'ombre, et tant mieux pour eux, parce que on est beaucoup plus efficace quand on est anonyme. On peut se permettre de dire ce qu'on pense et de faire ce qu'on a envie de faire, ce qui est déjà beaucoup plus compliqué quand on est publiquement connu, parce que le moindre de vos faits et gestes est épié à la loupe. Donc bon, ça permet de se remettre en question, mais c'est beaucoup plus difficile à vivre. Et voilà, donc j'espère vraiment et je souhaite que tout ça ait un débouché positif. J'espère que la prise de conscience sera suffisamment globale. J'espère qu'on sera pas là où ils nous attendent. Donc je sais qu'il va y avoir énormément de gens qui voudront sortir dans la rue et qui voudront reprendre les manifestations comme elles ont eu lieu pendant longtemps. Ils ont commandé gaz lacrymogène, grenades de désencerclement, munitions de fusil d'assaut en masse en 2019. Donc je pense qu'ils nous attendent dans la rue. J'espère qu'il y aura autre chose que la rue. J'espère qu'il y aura des choses très constructives et que le système capitaliste pardon, qu'on connaît aujourd'hui est en train de vivre ces derniers instants.
Je crois pas non plus au grand soir ou au grand matin. Je pense que c'est quelque chose de plus, euh, de plus construit sur la durée. J'espère que que ça suivra cette même ligne et que plus les jours passeront et plus on ira vers quelque chose de plus intéressant pour la collectivité et de plus sain. Voilà. Très bien. Juan, un mot de conclusion, un dernier message à faire passer. Est-ce que vous auriez un dernier mot à dire ou en réaction notamment, pourquoi pas, de ce que vient de dire Maxime? Bah, donnez-nous les outils de cette révolution et on l'amènera à bien, quoi. Mais c'est vous qui en constituerez la puissance et faites confiance à ceux qui sont à vos côtés et qui ressentent ce que vous ressentez et pas seulement à ceux qui prétendent avoir des discours d'experts hyper compétents et compagnie parce que ça suffit jamais, en fait. Et on a tous des biais de pensée et d'expérience qui font que notre intelligence peut être dévoyée. Et l'autre, c'est à ceux qui sont en difficulté dans la situation actuelle, qui souffrent de la violence et de la solitude que produit ce monde, qui sachent qu'ils sont pas seuls et que on va se battre pour les rédimer et leur permettre de se dire que ça valait la peine de tenir et d'encaisser ce qu'ils ont encaissé. Voilà. Très bien, très bien. Eh bien, cet entretien se termine. Merci à tous les deux. Merci Juan Branco. Bon, je rappelle le titre du dernier ouvrage, Julian Assange plutôt. Maxime Nicole, Flyrider, Gilet jaune, pareil, c'est paru l'année dernière. Merci à tous les deux, merci de votre disponibilité, merci pour les messages d'espoir que vous avez également fait passer. L'entretien s'arrête là. On ne sait pas de ce que la vie nous réserve, mais j'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir, de rediscuter ensemble. Merci.